Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Lanceur d'Arrête. Merci d'être au rendez-vous encore une fois. Merci d'être à l'écoute. C'est toujours bien agréable de vous savoir que vous êtes de l'autre côté du micro, dans vos écouteurs, sur YouTube, dans les transports, dans votre voiture, en tout cas n'importe où. Merci de prendre le temps d'écouter ce message qui n'est pas du tout celui des médias mainstream, comme vous le savez. De donner la voix à certaines personnes qu'on n'entend jamais. Et parlant de personnes qu'on n'entend jamais, pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'on leur donne jamais la parole, aujourd'hui, on va se parler de l'immigration au Québec. Vous le savez, la CAQ s'est trouvé deux boucs émissaires. Le premier, c'est les syndicats. J'en ai parlé dans les 2 premiers épisodes de cette saison-ci. Le deuxième, c'est les personnes immigrantes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va se rendre compte que la CAQ nous raconte strictement n'importe quoi à ce sujet. Donc aujourd'hui, dans Lanceur d'Arrête, on va se parler d'immigration, on va se parler de laïcité et on va aussi se parler de précarité. Et j'ai envie de commencer le podcast en faisant la nomenclature, en faisant la liste de tous les mensonges, de toutes les conneries que la CAQ nous raconte à propos de l'immigration au Québec. C'est clair qu'il y a un agenda caché en arrière de toutes les mesures anti-immigration que la CAQ met en place depuis les 2 dernières années, on va dire. Puis cet agenda, il est très simple. C'est d'aller chercher les voies de droite, de faire du populisme pour essayer de sauver les meubles, pour essayer de sauver un navire qui est en train de couler. Et j'ai bien l'impression que malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, les souffrances que la CAQ inflige aux personnes immigrantes et à leurs familles, ça, elles sont bien réelles. On va en parler aujourd'hui. Et je vais commencer avec un premier mensonge. Premier mensonge de la CAQ au sujet de l'immigration, on n'a pas assez de place dans les écoles pour accueillir les enfants immigrants. C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, dans certaines régions et peut-être même dans les grands centres, si les enfants immigrants n'étaient pas arrivés, il y aurait des classes qui auraient fermé. Deuxième mensonge, les personnes immigrantes engorgent le système de santé. C'est faux. C'est archi faux. Les personnes immigrantes reçoivent des soins, bien entendu. D'ailleurs, une partie d'entre elles les payent de leur poche ou avec une assurance privée parce qu'elles n'ont pas l'assurance maladie, soit dit en passant. Elles reçoivent des soins comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais par contre, elles font aussi partie de la solution. Elles font aussi partie des soignants. Si vous allez voir dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les CLSC, vous allez voir que beaucoup des préposés aux bénéficiaires, des employés d'entretien, certaines infirmières également, sont issus de l'immigration. Donc, les personnes immigrantes en santé font pas partie du problème, elles font partie de la solution. Sans leur présence, ça serait encore pire dans notre système de santé. Troisième mensonge, les personnes immigrantes ne veulent pas apprendre le français. C'est faux, c'est archi faux. La réalité, c'est que la CAQ coupe toutes les ressources de francisation. Donc, d'un côté de la bouche, on demande aux gens d'apprendre le français, et de l'autre côté, on coupe toutes les ressources. Il n'y a plus de cours de francisation, ou il y en a de moins en moins. Et après, on va reprocher aux gens de ne pas apprendre le français, ou de ne pas l'apprendre assez vite, mais on leur a enlevé l'outil principal pour le faire. Quatrième mensonge, les personnes immigrantes sont responsables de la crise du logement. Ça, c'est faux, c'est cynique de dire ça. Le problème de logement au Québec, il date de bien avant la dernière vague d'immigration qu'on a connue. Ça fait des années qu'il n'y a pas assez de logements abordables qui sont construits. La population est vieillissante. Certaines personnes âgées vivent seules dans leur appartement. Et aussi et surtout, il y a une spéculation immobilière dans absolument toutes les régions du Québec qui fait en sorte que les logements ne sont plus abordables. Alors, mettre ça sur le dos des immigrants alors que depuis 20-25 ans, on n'a strictement rien fait en matière de logement, c'est vraiment pousser le bouchon. Cinquième mensonge, nos services publics sont en crise à cause de l'immigration. Si les personnes immigrantes n'étaient pas là, on aurait encore plus un manque de relève pour les personnes qui sont sur le point de prendre leur retraite dans le secteur public. Donc là encore, les personnes immigrantes ne contribuent pas au problème, mais font partie de la solution. Et on ne doit pas oublier aussi que beaucoup de diplômes de ces personnes-là qu'elles ont obtenus dans leur pays d'origine ne sont pas reconnus ici. Et pourtant, ils sont quand même là à œuvrer dans les services publics. La crise des services publics, elle est causée par une chose, les coupures budgétaires de la CAQ. La véritable cause de ce qu'on vit dans les services publics, c'est le gouvernement. Sixième mensonge, les personnes immigrantes nuisent à la culture québécoise et aux Français. On sous-entend que les personnes immigrantes n'apprennent pas le français, mais préfèrent apprendre l'anglais. C'est pas vrai. La prédominance de l'anglais, elle est due à la nouvelle génération, aux réseaux sociaux. Les adolescents, les jeunes adultes qui sont nés au Québec, oui, ils consomment des réseaux sociaux en anglais. Oui, ils sont plus attachés à la culture anglophone.
Mais ça n'a rien à voir avec les personnes immigrantes. On va sortir des chiffres de la langue parlée à la maison, par exemple. Oui, beaucoup de personnes à la maison parlent l'anglais ou leur langue de leur pays d'origine, mais dans l'espace public, la majorité des immigrants parlent le français ou essayent de le faire. On se rappelle qu'on leur a coupé leur cours de français. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas là pour nuire à notre culture, au contraire, ils l'enrichissent. Donc quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que c'est juste de l'opportunisme de la CAQ, que ce sont des mensonges éhontés, exagérés, pour aller chercher un électorat plus à droite, plus raciste. Faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, on va se parler de ce que le Québec contrôle en immigration et de ce qu'il ne contrôle pas. Parce que c'est une chose très importante à comprendre si on veut bien saisir tous les enjeux, c'est que le Québec n'a pas toutes les cartes en main en matière d'immigration. Le Québec n'a aucun contrôle sur l'immigration temporaire. Le Québec a le contrôle sur la régularisation des gens, le fait de leur donner un statut permanent. Donc le flot de réfugiés, le flot de personnes qui arrivent au Québec, la CAQ n'a aucun contrôle là-dessus, ça dépend du fédéral, et soit dit en passant, au niveau des réfugiés, au niveau des gens qui demandent l'asile politique, ces gens-là, tous les services qui leur sont octroyés sont financés par le gouvernement fédéral. Donc en fait, la CAQ, le gouvernement du Québec, n'a pas le pouvoir de qui entre sur son territoire. Le pouvoir qu'elle a, c'est de lui octroyer ou non la résidence permanente. Et ce que la CAQ fait, depuis qu'elle est au pouvoir, c'est de mettre un frein de toutes les façons possibles sur l'immigration permanente. C'est une stratégie qui est immorale, mais qui en plus, même du point de vue de la CAQ, est complètement absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que baisser le nombre de personnes à qui on octroie la résidence permanente ne va pas faire baisser le nombre de personnes qui entrent au Québec. Ce que ça va faire, c'est que les gens à qui on n'aura pas donné un statut permanent, vont pas s'en aller, vont rester pareils, sauf qu'ils vont avoir un statut temporaire, ils vont être dans la précarité. Aujourd'hui, entre autres à cause de tout ça, on a 10 fois plus de personnes immigrantes temporaires que de personnes immigrantes permanentes au Québec. Donc, en limitant l'accès au statut permanent, la CAQ, elle entretient le problème qu'elle espère régler, ou qu'elle dit vouloir régler, en fait. Alors, je l'ai brièvement évoqué il y a un instant, qui sont ces personnes que la CAQ laisse dans la précarité? La première catégorie, ce sont les demandeurs d'asile. Alors, il faut quand même se mettre dans la tête que ce ne sont pas des gens qui viennent nous demander la charité, ce sont des gens qui fuient des crises, qui fuient des situations impossibles, qui ont tout laissé derrière elles, souvent très rapidement, et qui arrivent ici parce que c'est une question de survie. Habituellement, lorsque les personnes reçoivent le statut de personne protégée, elles s'en vont vers la résidence permanente. Mais au Québec, ce qui arrive, c'est que le gouvernement met des freins partout, ça devient interminable, et les personnes restent longtemps dans ce statut qui est temporaire. En plus de ça, on dit qu'il y a à peu près 60% des gens qui ont fait la demande en tant que demandeurs d'asile qui obtiennent la résidence permanente. Mais les 40% qui restent, ils repartent pas. De toute façon, on ne peut pas les expulser parce que leur vie serait menacée dans leur pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent ici, ils travaillent, leurs enfants vont à l'école, ils payent des impôts, mais ils ont un statut précaire qui ne leur permet pas d'évoluer. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont titulaires d'un permis de travail ouvert. Souvent, ce sont des personnes qui sont conjointes de résidents permanents, de personnes qui ont déjà leur citoyenneté canadienne. Ces personnes-là restent longtemps dans un statut temporaire parce que les politiques de rapprochement familial au Québec, elles sont clairement dépassées depuis 25 ans. Et la troisième catégorie d'immigrants temporaires, ce sont les personnes qui ont un permis de travail fermé. Ces personnes-là, la CAQ les a fait rentrer massivement. Pourquoi? Pour pallier à la pénurie de personnes qui ont un statut permanent. On se rappelle que c'est eux qui créent le problème. Pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, pour aller occuper des emplois que beaucoup de Québécois nés au Québec ne veulent pas faire, et aussi pour compenser le sous-financement du système d'éducation, qui n'amène pas assez de personnes qualifiées sur le marché du travail. Donc le gouvernement du Québec s'en va dans le pays de ces gens-là, leur joue du violon en leur disant « Venez travailler chez nous, il y a du travail pour tout le monde, vous allez être bien ». Et quand ils arrivent ici, les règles sont plus les mêmes. On resserre les critères. Donc, le résultat, il est simple. Les personnes travaillent, les personnes contribuent, les personnes payent des impôts, mais restent dans la précarité. Ils sont extrêmement vulnérables. Je vous ramène à l'épisode 4 de la saison 1, dans lequel, avec François Proux-Dupéré, on parlait du drame humanitaire que sont les permis de travail fermés. Je vous rappelle quand même qu'un représentant de l'ONU, un observateur de l'ONU, a déclaré que ces permis de travail fermés ouvraient la porte à de l'esclavage moderne. Donc ces gens-là, ils ne sont pas juste dans une petite précarité, c'est une précarité très grande dans laquelle ils sont dépendants de leur employeur, et si l'employeur est sans scrupules,
ben, tous les abus sont possibles. Et au-delà de ça, l'obsession de la CAQ de faire baisser l'immigration permanente, elle est allée jusqu'à lui faire trahir une promesse. Vous avez sûrement entendu parler du tollé qu'a suscité en novembre-décembre 2025 l'abolition du PEC, PEQ, Programme d'expérience québécoise. Et cette abolition, c'est tout simplement un parjure. C'est tout simplement une promesse non tenue. Je veux pas être trop technique, mais il faut quand même bien comprendre la différence entre le PEC et le PSTQ. Ce sont deux programmes, en fait c'était, parce que le PEC n'existe plus, c'était les deux programmes qui étaient les deux voies principales pour l'accès à la résidence permanente. Donc le PEC, qui vient d'être aboli, c'était un peu une voie rapide qui était destinée aux personnes qui étaient déjà intégrées au Québec, que ce soit des personnes qui travaillaient déjà au Québec, ou que ce soit des étudiants qui étudiaient au Québec. Et en fait, le PEC, ça avait un avantage énorme, c'est que tu n'étais pas en compétition avec les autres personnes. C'est qu'une fois que tu répondais aux critères, si tout était conforme, ben, tranquillement, tu t'en allais vers la résidence permanente, il n'y avait pas d'autre embûche. Par contre, c'est sûr que les critères étaient stricts. Le niveau de français, le type d'emploi, les qualifications. Mais si tu répondais à tout ça, c'était la porte ouverte vers la résidence permanente. Donc, on parle de gens diplômés, de gens qualifiés, de gens qui parlent français pour la quasi-totalité, et de gens qui sont, je le répète, déjà intégrés, qui payent des impôts, dont les enfants vont à l'école. Certaines femmes ont donné naissance à leurs enfants sur le sol québécois. Si on veut le résumer en une phrase, le PEC, c'est simple, c'est « Viens ici, si tu fais ce qu'on demande et que tu réponds aux critères, tu vas pouvoir rester ». On a aussi le PSTQ, le Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ça, c'est complètement autre chose. C'est beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus incertain, ça fonctionne avec un système de points. Ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui sont déjà intégrées au Québec, mais c'est un programme qui peut se commencer à partir de l'étranger. Comment ça marche, le PSTQ? Tu t'ouvres un profil, et là, tu obtiens un certain nombre de points, en fonction de la région où tu comptes t'établir, en fonction du métier que tu occupes, de tes compétences, en fonction de ton âge, en fonction de tes diplômes, en fonction de ton expérience professionnelle, etc., etc. Et une fois que tu as ton nombre de points, même si c'est un bon nombre de points, c'est pas encore gagné, parce que le gouvernement fait un tirage parmi les personnes qui ont les profils qui l'intéressent le plus, et ces personnes-là vont peut-être avoir la chance que leur dossier soit examiné pour la résidence permanente. Donc tu peux être sur le PSTQ éternellement. Tu peux être sur ce programme-là et ne jamais être pigé, tu peux être sur ce programme-là et te ramasser en compétition avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, ou plus de points, disons. Et en fait, ben, c'est très incertain, c'est de la précarité, et c'est pas pour rien que les gens appellent ça un peu une loterie. À la fois, il faut avoir un bon nombre de points, puis il faut avoir de la chance. Et donc, c'est le contraire de la voie rapide qu'était le PEC. Sans compter que les règles du jeu du PSTQ sont toujours en train de changer parce que qui est pigé, qui est choisi, ben, c'est en fonction des besoins que le gouvernement prévoit. Et le gouvernement étant assez girouette, ça peut changer n'importe quand. Donc, tu peux avoir beaucoup d'espoir, puis te ramasser finalement à ne jamais être choisi. Mais pourquoi les gens sont en colère? Parce qu'on leur avait dit « Fais ta part maintenant, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, puis tu vas pouvoir rester. » On parle de gens qui ont des familles, qui ont des vies, qui ont fait d'énormes sacrifices pour pouvoir être ici. Et tous ces sacrifices-là, ben la CAQ dit « Ouais, c'est bien, merci, mais ça change rien. » Mais en plus, pour ajouter l'insulte à l'injure, on leur dit « Mais vous inquiétez pas, le PEC n'existe plus, mais vous avez encore le PSTQ. » Ça, si je vous fais une métaphore, c'est comme si on vous disait « Viens dans l'autobus, je t'amène à Montréal, puis après 20 km, là, je te dis « Ah, non, finalement, ton billet, il s'arrête ici, tu dois descendre. Mais ne t'inquiète pas, tu peux continuer à pied ou en vélo. » On trahit des gens, on brise des familles, on rompt des promesses. Ça, c'est un comportement indigne d'un gouvernement. Parce que, faut se poser la véritable question. Qui fait tourner le Québec en ce moment? On va prendre un exemple que vous connaissez tous. Les préposés aux bénéficiaires dans les hôpitaux. C'est environ le quart de ce personnel-là qui est issu de l'immigration. Est-ce que le gouvernement prend soin d'eux autant qu'ils prennent soin de leurs patients? Vous ne serez pas surpris de la réponse. La réponse est non. Vous savez, nos anges gardiens. Ben, c'est drôle, nos anges gardiens, quand ils sont pas nés dans le bon pays, là, c'est plus autant les mêmes anges qu'on voudrait avoir. Il y a une étude récente de l'Université Laval qui révèle que les personnes immigrantes dans le milieu de la santé, elles vivent des situations de travail, des conditions de travail, des conditions d'existence qui nuisent à leur santé. Elles sont dans la précarité. Paradoxalement, même si elles sont dans le système de santé, elles ont un accès beaucoup plus limité aux soins. Elles ont peu ou pas de congés. Elles subissent des abus. Et évidemment, elles dénoncent pas parce qu'elles veulent pas que ça nuise
à l'éventualité d'avoir la résidence permanente. Quand on vit autant de difficultés que le système de santé au Québec, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et qu'on a des gens qui viennent prêter main forte, qui sont venus pendant la pandémie, je trouve qu'on fait preuve de beaucoup d'ingratitude envers eux. Au-delà de la santé physique, il y a aussi la santé mentale. Beaucoup de ces personnes-là vivent un certain désespoir et ont développé des symptômes de dépression. Parce que, dans le fond, la conclusion des auteurs de l'étude de l'Université Laval, elle est simple, c'est que ces personnes-là, au lieu de les pointer du doigt, on devrait les valoriser. On devrait les mettre sur un piédestal. Mais le gouvernement, avec son obsession de faire du populisme pour aller chercher des votes, il détruit des vies. Il n'y en a rien à cirer de ces gens-là, alors que pourtant, excusez-moi l'expression, mais ils lui sauvent les fesses à tous les jours dans le système de santé. C'est honteux ce qu'on fait vivre à ces gens. C'est honteux. Mais le gouvernement ne s'arrête pas en si bon chemin. En plus de faire la chasse aux immigrants, en plus de les pointer du doigt comme des boucs émissaires, en plus de limiter leur accès à la résidence permanente et les laisser dans la précarité, il a décidé qu'il allait pointer une communauté du doigt et qu'il allait s'attaquer aux personnes musulmanes. Et là, vous me voyez venir, je vais vous parler de sa loi sur la laïcité. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas de laïcité dont il est question, c'est un prétexte pour pouvoir accuser une communauté en particulier de tous les maux. D'ailleurs, le gouvernement est même allé jusqu'à inventer un problème, l'islamisme radical. Le premier ministre en a quand même parlé dans son discours d'ouverture d'une session parlementaire. Le ministre Jean-François Roberge a même appelé les gens à se réveiller. Se réveiller de quoi? Il n'y en a pas d'islamisme radical au Québec. S'il y en a très peu, et les forces policières vont s'en occuper. C'est un faux problème. Ça n'existe pas. Quand la CAQ dit qu'elle veut lutter contre la radicalisation, elle se base sur 2 cas. L'école Bedford, dont vous avez sûrement entendu parler dans les médias, et le prédicateur Adi Sharkawi qui aurait tenu des propos inacceptables dans les murs d'un cégep. Voilà, c'est ça. À partir de ces 2 exemples-là, on fait des généralités et on va mettre toutes les personnes musulmanes dans le même sac. C'est 2 cas isolés et ils ont spiné là-dessus jusqu'à en faire une politique nationale. Tu sais, quand tu te coupes, mettons, t'as 2 coupures au doigt, là. Tu vas pas te rouler tout nu dans le polysporin, puis ensuite t'envelopper dans la ouate, et te mettre des bandages partout. Tu vas soigner la plaie là où elle est. Mais non, le gouvernement a décidé que ce serait mur à mur pour 2 petits problèmes isolés. Il n'y en a pas d'islamisme radical au Québec. Il n'y en a pas. Mais excusez-moi de vous rappeler ça, là, mais le dernier attentat qui a été perpétré au Québec, ça a été l'œuvre d'un homme blanc né au Québec. Contre qui? Contre des pères de famille musulmans, complètement innocents. Alors non seulement c'est immoral de pointer une communauté du doigt comme ça, mais c'est irresponsable. Et le gouvernement, ce qu'il fait pour que ça paraisse pas trop, c'est qu'il va se draper dans la vertu, il va nous parler de laïcité. Et le meilleur exemple pour vous en parler, c'est toute la saga de la laïcité à l'école. Dans le fond, la laïcité de l'État, ça sert à quoi? Ça sert à protéger la liberté de religion de chacun, tout en garantissant la neutralité de l'État en matière religieuse. Mais là, ce que la CAQ fait, c'est pas ça, là. Elle fabrique des citoyens de seconde zone, des gens qui ont moins de droits que les autres, en vertu de leur religion. Et les dérives, elles sont pas juste philosophiques, elles sont bien réelles. Première dérive, confondre la neutralité de l'État et l'effacement des personnes. Quand l'État interdit aux personnes de porter des signes religieux, il vient pas déconfessionnaliser les institutions, il vient stigmatiser les personnes, il vient créer de la discrimination individuelle sur les gens. Et cette discrimination est encore plus forte quand tu viens pointer du doigt, viser une certaine communauté en particulier. Et ça, en passant, c'est pas moi qui le dis, là, c'est la Commission sur les droits de la personne qui a émis un rapport là-dessus. Deuxième dérive, créer de l'exclusion, faire fuir les talents. Quand on dit à une future enseignante, éducatrice, psychologue, professionnelle, ton talent, je le veux, mais toi, comme tu es, je te veux pas. En plus de manquer cruellement d'empathie et d'humanité, ça fait en sorte qu'on va perdre des talents, on va perdre des gens de grandes compétences et on va nuire à la qualité des services publics. Troisième dérive, créer plus de tensions qu'on en résout. Vous savez, la CAQ, à travers la loi 21 sur la laïcité, a ordonné qu'on ferme toutes les salles de prière dans tous les lieux d'éducation. Alors bon, dans une école primaire, une école secondaire, ok, je peux comprendre. Mais dans un cégep, université, on parle d'adultes. Je me souviens d'avoir vu un reportage à Radio-Canada sur la fermeture de la salle de prière à l'Université Concordia. Et le reportage soulignait des aspects qui sont quand même intéressants. Premièrement, cette salle de prière, elle n'était pas juste là pour prier. C'était une salle dans laquelle tu pouvais te recueillir, tu pouvais t'isoler un peu du brouhaha de l'université, prendre une pause. Elle était très fréquentée, elle n'était pas réservée à une seule religion, elle était multiconfessionnelle. L'Université Concordia disait qu'elle avait à peu près 500 personnes par jour qui fréquentaient le lieu et jusqu'à 5000 par année. Donc, c'était quand même un lieu qui avait son utilité.
Chose importante aussi à préciser, l'entretien des lieux était financé par l'argent des étudiants, n'était pas financé par des fonds publics. Donc en fait, cet aspect-là ne règle aucun problème, mais en crée des nouveaux. Déjà, ça mélange la laïcité de l'État et la liberté individuelle de religion des personnes. Un endroit qui est clos, qui est discret, qui est financé par les étudiants, pas par les fonds publics. En quoi la présence de ce local vient nuire à la neutralité religieuse de l'Université Concordia? Puis, c'est un peu niaiseux quand même de la part de la CAQ, là. Ils veulent interdire les prières de rue. Ben, les gens avaient un endroit pour prier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dehors. Donc, en réglant un problème soi-disant, ben, tu viens d'en créer un autre. Puis tu sais, faut pas non plus être hypocrite, là. Dans n'importe quel hôpital du Québec, il y a une chapelle. Il y en a même dans certains centres commerciaux. C'est clair qu'on vise la communauté musulmane, c'est clair qu'on veut les invisibiliser. Et vous savez, des gens là qu'on invisibilise, qu'on voit moins, ben on apprend moins à les connaître. Puis si on apprend moins à les connaître, ben on va encore entretenir des préjugés envers eux. C'est quand même fou parce que l'effet que ça va avoir, tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des jeunes qui sont qualifiés, qui sont formés avec des fonds publics québécois, ça oui, ben vont s'en aller ailleurs, vont s'en aller en Ontario. Je peux vous dire qu'ils se frottent les mains, l'Ontario, là. Ils vont avoir des travailleurs qualifiés dont ils ont aucunement financé la formation, qui vont venir travailler chez eux, qui vont venir vivre chez eux. Pourquoi? Ben parce que les lois en immigration dans les autres provinces sont beaucoup plus souples et que ça permet aux gens de s'intégrer rapidement et d'avoir un statut régulier rapidement. C'est quand même incroyable, là, ce qu'on est en train de perdre avec une lubie du gouvernement. Puis au-delà du gâchis de talent, au-delà de ça, au-delà de la dimension économique de la chose, mais on perd une richesse culturelle incroyable. Tu sais, l'immigration, ce n'est pas un problème. L'immigration, c'est un apport à une culture. C'est sûr que cet épisode va faire réagir, c'est sûr que les trolls d'Internet vont venir à nos trousses, et donc on va se parler de toutes les objections possibles que vous pourriez avoir ou que des personnes pourraient avoir concernant les questions d'immigration, et je vais essayer d'y répondre. Première objection, on va dire, c'est très important qu'il n'y ait pas de signes religieux à l'école, parce que comme ça garantit la neutralité de l'État. Vous savez, la neutralité d'une institution, c'est pas l'effacement des individus qui la composent. Tant que les décisions de l'institution ne sont pas faites sur une base religieuse, ne favorisent pas une religion en particulier, ben, vous l'avez, la neutralité de l'institution. L'individu, au travers de ça, ça n'a aucune importance, les signes religieux qu'il porte. Confondre la neutralité individuelle et la neutralité institutionnelle, c'est vraiment une erreur fondamentale. Puis c'est pas juste de la rhétorique, ça va entraîner une lecture fausse de tous les autres éléments. Deuxième objection, il faut prévenir le prosélytisme. Certaines personnes vont dire que si on autorise des signes religieux à l'école, ben, ça ouvre la porte au prosélytisme. Mais vous savez, le prosélytisme, tous les codes d'éthique dans les écoles l'interdisent. Et quand il y en a, quand il y a des dérapages, l'employeur intervient assez rapidement. Puis si vous me parlez de l'école Bedford, là, ben justement, c'est un cas dans lequel l'employeur n'a pas agi assez rapidement, et c'est ça qui a créé le problème. Tu sais, vous savez, on se mentira pas, là. Encore là, ça vise une certaine religion en particulier qui est l'islam. Vous savez, moi, j'en côtoie des éducatrices en service de garde qui portent le hijab, mais il y en a pas qui font du prosélytisme. Agiter cet épouvantail, c'est vraiment malhonnête. C'est exactement la même chose que de dire que les femmes qui portent le hijab sont des femmes soumises. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi j'en connais personnellement, des femmes musulmanes qui portent le hijab, qui sont émancipées, qui sont féministes et qui le portent par choix. Donc arrêtons de dire n'importe quoi et de faire des amalgames qui n'ont pas rapport. La plupart de ces femmes-là travaillent bien, s'occupent bien de nos enfants, de vos enfants. Et alors parce qu'elles ont un signe religieux, là, ça vaut plus rien? Toute leur qualité humaine, quand elles accrochent des sourires sur le visage de nos enfants, comme j'ai une éducatrice qui dit souvent, mais voyons, c'est quoi, ça vaut plus rien parce qu'elle est d'une confession religieuse différente? Dire qu'une femme qui porte le hijab veut faire du prosélytisme, c'est dire que son identité est liée à une intention. Ça a un nom, ça, c'est de la suspicion institutionnalisée. Ça, c'est super bon pour les rapports entre les communautés. Troisième objection, mais c'est normal que le gouvernement soit quand même plus tolérant avec la religion catholique parce que ça fait partie de nos traditions. Est-ce que je dois vous rappeler la complicité de l'Église catholique dans le crime contre l'humanité qui a été les pensionnats autochtones au Québec? Est-ce que je dois vous rappeler ce que certains prêtres catholiques ont fait subir à des enfants? C'est ça la tradition que vous voulez revendiquer, vraiment? Quatrième objection, à Rome on fait comme les Romains. Nous, quand on va dans leur pays, on fait comme eux, on vient pas changer les traditions. Alors, première question, leur pays, c'est quoi? Parce qu'ils viennent de beaucoup de pays différents, ils viennent de beaucoup de situations géopolitiques différentes, et chaque pays a sa complexité, et chaque pays est différent. Deuxièmement, t'y vas souvent, toi, dans leur pays?
Qu'est-ce que tu connais de la culture de ces gens-là, à part les reportages sensationnalistes que tu vois? Et si jamais tu fais référence à des pays comme le Pakistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ben là, soit tu manques de connaissances, soit tu es de mauvaise foi. Tu sais, dans les pays occidentaux, on se vante, avec raison parfois, que dans nos pays, les droits de l'homme sont respectés, que dans nos pays, il y a de la liberté et de la démocratie. Bon, ben là, si tu commences à te comparer à des pays dans lesquels il n'y a pas de démocratie, dans lesquels il y a une dominante religieuse, justement, tu es en train de te justifier via l'opposé de ce que tu dis représenter. Cinquième objection, en ce moment, l'Europe vit une crise des migrants, une crise de l'immigration, et si on fait rien, ben on va devenir comme eux. Alors, première chose, petite parenthèse, l'expression crise de l'immigration, crise des migrants, c'est une expression qui est utilisée par l'extrême droite pour aller chercher un certain électorat. Donc moi, je ne suis pas sûr que je suis prêt à employer cette expression-là. Deuxièmement, s'il y a un afflux de réfugiés en Europe, mais c'est peut-être à cause de l'impérialisme occidental. Et le premier que je pointerai du doigt, qui est assez évident, c'est l'impérialisme français et britannique, qui, au cours de leur histoire, ont colonisé à peu près la planète au complet. Plus récemment, on a l'impérialisme des États-Unis. Dans les 40 dernières années, les États-Unis ont fait des interventions militaires dans 9 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors, toutes ces guerres, toutes ces crises, ça a détruit les pays, ça a mis les pays à terre, et les gens, ben, ils n'ont pas eu d'autre choix que de fuir. Et vers quoi ils se sont tournés? Vers ce qui était le plus proche géographiquement et historiquement, l'Europe occidentale. Et tu sais, on parle de géographie, là. Vous verrez pas des bateaux pleins de gens là, débarquer sur les côtes du Canada. Là. Vous connaissez le drame des personnes qui meurent en mer Méditerranée parce qu'ils essayent sur des bateaux de fortune de traverser la mer pour accéder à l'Europe. Bon, ben même au comble du désespoir, il n'y a personne sur un radeau de fortune qui va essayer de traverser l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique. Donc la situation qui est vécue en Europe, géographiquement, elle ne peut pas arriver au Canada. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à l'immigration? Premièrement, arrêter de décrire les personnes immigrantes comme des menaces, comme des problèmes, mais voir la richesse de ce qu'elles contribuent à faire. Rappelez-vous ce que j'ai dit en cours d'épisode. Le quart des préposés aux bénéficiaires, c'est des gens issus de l'immigration. Ils viennent prendre soin de nos malades, ils viennent prendre soin de nos personnes âgées. Ils sont là pour contribuer. Économiquement, ils payent des impôts. Économiquement, ils consomment ici, ils font vivre l'économie. Leurs enfants vont à l'école. Ils enrichissent la culture de vos enfants. Si on n'avait pas les personnes immigrantes dans les résidences pour aînés, comme je viens de dire, dans la construction, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, on serait dans le pétrin en ce moment. Mais je crois que ce qui est le plus urgent à faire, c'est commencer à les traiter avec équité, avec humanité. Première chose à faire, abolir les permis fermés. Ça ouvre la porte à l'esclavage moderne. On met fin à ça tout de suite. Et par la même occasion, ben, on permet de la mobilité à ces personnes-là. Même avec un statut temporaire, elles peuvent aller travailler ailleurs si l'employeur ne leur convient pas. Deuxième chose à faire, on régularise massivement les personnes qui sont temporaires. Ces personnes-là, elles sont ici, elles travaillent, leur vie est ici. On les traite comme des êtres humains. Troisième chose à faire immédiatement, et ça presse, la réouverture du PEC. Et pas juste une clause grand-père pour les gens qui étaient déjà en cours de route, là. Pour tout le monde, c'est un programme qui apporte, qui fait rentrer des travailleurs qualifiés. Donc, il faut absolument réouvrir cette porte-là. Et puis, quatrième chose à faire de façon très urgente, réouvrir des services de francisation dignes de ce nom, permettre aux gens d'apprendre le français. On parle de personnes, on parle d'êtres humains. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ces gens-là. Là. Si vous êtes une personne immigrante et que vous m'écoutez ou vous me regardez, là, je vais vous le dire, vous avez votre place au Québec. Vous êtes les bienvenus. La majorité des gens vous veulent que vous restiez. On ne construit pas un Québec fort en fermant les portes. On ne construit pas un Québec fort en manquant d'humanité face au drame que certaines personnes qui arrivent ont vécu. Et on ne construit pas un Québec fort en mentant et en ne tenant pas nos promesses. Vous savez, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir si ces personnes méritent de rester ou pas. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que le Québec mérite encore leur confiance à ces gens-là? Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Partagez l'épisode, partagez mes publications sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au podcast, parce que Lanceur d'Arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous!